Mesdames, Messieurs, en tant que échevine de l'aménagement du territoire, j'ai été chargée par le Collège communal de la ville de Namur de présider cette séance d'information préalable au public dans le cadre d'un projet de construction mixte à Bouges et dénommé la Sablière. Cette séance de présentation se déroulera en 3 parties. Je vais tout d'abord vous exposer en quelques mots en quoi consiste une réunion d'information préalable, ses objectifs et comment y réagir par la suite. Les auteurs du projet vont ensuite vous présenter leurs propositions d'aménagement du site, comment ils y ont réfléchi et comment ils envisagent sa réalisation. Cette présentation va vous permettre à vous, citoyens, citoyennes, de vous informer et d'émettre vos observations et suggestions concernant le projet. Ensuite, la présentation sera clôturée par le bureau d'études qui a été désigné pour la réalisation de l'étude d'incidence sur l'environnement qui accompagnera la demande de permis. Dans le cadre d'un projet d'envergure, notamment s'il porte sur un site de plus de 2 hectares, comme c'est le cas ici, le développeur est tenu de faire réaliser une étude d'incidence qui, comme son nom l'indique, étudiera les incidences potentielles d'un futur projet sur l'environnement, et ce, à différents niveaux. Avant d'entamer cette étude, la population est tenue informée du projet et consultée. Pour ce faire, le développeur organise une réunion d'information préalable, une RIP, présidée par la ville, d'où ma présence. Un des objectifs de ces TRIP est donc de permettre au public de mettre en évidence des points particuliers qui pourraient être abordés dans l'étude d'incidence, et de permettre aussi au public de proposer des alternatives techniques pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur, afin qu'il en soit tenu compte lors de la réalisation de l'étude. Vu les circonstances sanitaires que nous connaissons actuellement, le gouvernement wallon a pris des dispositions spécifiques afin de garantir la publicité des projets en cours de développement auprès de la population et de veiller au maintien des objectifs des RIP. Dans son arrêté du 11 juin 2020, le gouvernement wallon a donc précisé les formalités relatives à la tenue de réunions d'information préalables de type virtuel, à savoir, premièrement, la mise à disposition pendant 2 jours de la présentation du projet sous format vidéo. La ville et le développeur du projet se sont entendus pour que cette vidéo soit disponible jusqu'à la fin de l'enquête publique, soit le 19 septembre, sur le site www.la-sablière.be, sans accent donc, www.la-sablière.be. Deuxièmement, la possibilité de contacter directement le demandeur par téléphone durant ces 2 jours de RIP virtuel, soit les 3 et 4 septembre 2020, entre 8h et 17h, au numéro de téléphone 02 897 55 22. Afin de suivre au mieux les éventuelles questions et observations qui seront émises durant ces appels téléphoniques, le développeur précise qu'il se réserve la possibilité d'enregistrer les appels. Troisième formalité, enfin, il est également possible de venir consulter la copie de la retranscription de l'exposé et des documents présentés dans la présentation vidéo directement à la ville. Comme repris dans l'avis de la RIP publié et affiché, cette consultation est possible pendant les 2 jours de RIP virtuel, soit les 3 et 4 septembre 2020, mais uniquement sur rendez-vous pris 24 heures à l'avance auprès de la cellule permis d'environnement au numéro de téléphone 081 24 65 05. Les bureaux sont situés à l'hôtel de ville, LA, 2e étage. Pour des raisons sanitaires, nous vous rappelons que le port du masque est obligatoire lors de ces rendez-vous. Enfin, si vous souhaitez apporter des points d'attention et des observations ou suggestions dont le bureau ABV Environnement devra tenir compte dans le cadre de son étude d'incidence, vous devez impérativement les adresser par écrit. Un courrier ordinaire suffit, à l'attention du collège communal de la ville de Namur, d'une part, à l'adresse inscrite ici, Hôtel de Ville, rue de Fer à 5000 Namur. Vous devez également en adresser une copie, également par courrier simple, au développeur du projet, à savoir la société ConstructMe, Drève Richel 161, bâtiment D, boîte 19, à 1410 Waterloo. Comme expliqué, nous allons maintenant laisser la place à la présentation du développeur et des bureaux d'études associés. Celle-ci sera ensuite suivie de la présentation du bureau d'études en charge de l'étude d'incidence sur l'environnement qui exposera plus clairement les principes de cette étude. Madame, Monsieur, bonjour. Nous allons dans les slides qui suivent vous présenter le projet de la Sablière et les réflexions qui nous ont amenés à proposer ce projet. La présentation sera assurée par les différents bureaux d'études qui ont accompagné la société Eculis dans le cadre de ce développement. Je vais tout d'abord vous présenter en quelques mots la société Eculis et nos ambitions par rapport à nos projets.
Ensuite de quoi je laisserai la parole à Xavier Mariage, architecte et urbaniste du bureau namurois XMU, qui nous a aidé à mettre en œuvre ces ambitions. Camille Lardinois du bureau d'architecture namurois Bureau 5 vous présentera ensuite les réflexions architecturales qui accompagnent ce projet. Et nous terminerons par une présentation de Fabien Queudguen du bureau C Carré Project sur les aspects de gestion du chantier et sa mise en œuvre. Enfin, je terminerai en abordant le planning prévisionnel pour la suite de ce développement. Pour commencer, je me permets de me présenter en quelques mots. Mon nom est Hugues Allard et je suis en charge du développement de ce projet pour la société ConstructMe, société appartenant au groupe Equulis. Equulis est un développeur immobilier belge qui élabore et soutient des projets d'envergure dans des domaines assez divers, allant de l'immobilier commercial au résidentiel, en passant par les bureaux et autres développements parallèles. Nous sommes actuellement actifs dans 7 pays avec un investissement total dépassant aujourd'hui les 500 millions d'euros. Au fil de nos expériences, nous avons fait de la réhabilitation d'anciens sites industriels une marque de fabrique propre et nous cherchons à redonner vie à ces zones désaffectées. Equulis dispose des capacités et de l'expertise pour construire des histoires où chacun puisse s'épanouir dans ces nouveaux quartiers. À ce jour, nous avons déjà eu l'occasion de mener à bien plusieurs projets importants, dont voici quelques exemples. Le projet Cours Village, situé à Cours-Saint-Étienne, a porté la revalorisation des anciens sites industriels d'Henrico et leur réhabilitation en un écoquartier mixte comportant à la fois du résidentiel et du commerce. Le projet des papeteries de Genneval, qui a également permis de créer un nouveau quartier sur l'ancien site désaffecté des papeteries, à qui il doit son nom. Ce projet présente également une mixité de fonctions avec plus de 15 000 m² de commerce et 390 appartements. Le projet des deux écluses porte quant à lui sur la réhabilitation d'un chancre industriel également. Ce projet en cours de construction et de commercialisation permettra à terme la mise en œuvre d'un quartier principalement résidentiel situé en proche périphérie du centre de Senef. Et nous sommes également en cours de développement sur plusieurs autres projets d'envergure en Wallonie et à Bruxelles, comme par exemple le projet Terra Nostra à Braine-l'Alleud. Ce projet repose sur un maillage écologique qui joue un rôle central dans la dynamique sociale du site, en lui conférant notamment une identité forte et résiliente. En ce qui concerne le projet de la Sablière à Bouges, je voudrais exposer en quelques mots les ambitions qui nous ont guidés dans le cadre de ce développement. Celles-ci peuvent se résumer en 3 points essentiels, à savoir s'inscrire dans un environnement paisible et arboré en conservant et en renforçant la biodiversité du site, offrir aux futurs résidents des habitations à taille humaine, et enfin proposer un nouveau quartier à l'identité forte stimulant la vie en communauté. Cet environnement paisible et arboré doit être composé d'identités paysagères intégrées, avec des espaces verts de qualité, mais aussi des lieux propices aux rencontres avec l'homme et la nature. Par ailleurs, pour Equulis, l'idée d'offrir des espaces d'habitat à taille humaine, ça passe par la qualité de vie, le confort, mais plus largement par une réflexion sur l'agencement des espaces intérieurs et extérieurs, la lumière naturelle dans les logements et leur flexibilité. Et enfin, pour nous, il est essentiel dans la réussite d'un projet qu'il puisse inspirer une vraie vie de quartier. Nous réfléchissons donc nos projets en y intégrant des espaces de jeu, de rencontres, mais aussi des espaces ouverts vers l'environnement et en lien avec le quartier dans lequel vient naître le développement de notre projet. Comme vous pourrez le constater dans la suite de cette présentation, nous avons veillé à répondre à chacune de ces ambitions dans le cadre du projet de la Sablière. Avant de laisser la parole à Xavier Mariage, je vais préciser ici le périmètre dans lequel s'inscrit notre développement actuel. Le site se trouve donc sur le plateau dit du Coquelet, à Bouges. Il s'étend depuis la rue de la Poteresse jusqu'au parking de la clinique Saint-Luc en contrebas et longe la rue Saint-Luc sur laquelle il a un accès direct. Le site présente une superficie d'environ 7 hectares et se trouve sous le liseré vert sur le plan que vous voyez ici. Comme on l'évoquera plus loin, il est encore partiellement occupé actuellement par les établissements du bail ainsi que, dans sa partie sud, par quelques maisons d'habitation. Voilà, je vous propose maintenant d'écouter Xavier Mariage qui va vous exposer les enjeux qui ont guidé notre réflexion sur ce site.
Bonjour à tous, Xavier Mariage, gérant du bureau XMU. XMU, c'est un bureau d'aménagement du territoire et d'urbanisme. Nous avons l'habitude d'accompagner les promoteurs dans le développement de quartiers. Nous avons une équipe de 6 personnes, une équipe pluridisciplinaire, de géographes, d'urbanistes, d'architectes, mais également d'environnementalistes. Je vais aborder en premier la partie contextualisation, qui concerne essentiellement le volet urbanisme que nous avons synthétisé en 3 points, avec un contexte historique, le contexte juridique et finalement le contexte urbain et paysager. Le site est bien connu des Namurois, étant donné que depuis plus de 40 ans, il est utilisé comme lieu de collecte et de tri de métaux par la société du bail. Il a la particularité d'être dans une cuvette avec des talus importants. C'était auparavant une sablière. La partie sud du site est également occupée par des bâtiments résidentiels privés au niveau de la rue de la Potresse et de la rue Saint-Luc. La taille du site est de plus ou moins 7 hectares. Il s'agit globalement d'un rectangle de 462 mètres sur 148. Dans le volet juridique, le plan de secteur qui régit l'occupation du sol à l'échelle de la région wallonne affecte la majorité du site en zone d'habitat. Une zone triangulaire de petite taille au nord est en zone agricole. L'urbanisation projetée ne concerne que la zone d'habitat au plan de secteur. Le quartier complète donc la zone d'habitat à cet endroit. La ville de Namur est dotée d'un schéma de développement communal. Il s'agit d'un outil d'aide à la décision en matière de développement territorial. Le site de projet est renseigné en partie périphérique des quartiers urbains, classe B. Cette zone est régie par les indications d'aménagement suivantes. Respecter une densité de référence entre 20 et 30 logements à l'hectare brut. Préférer une occupation principale en logement avec mixité fonctionnelle. Développer une hauteur des immeubles en relation avec le cadre bâti, morphologique et paysager environnant. Encourager un bâti mitoyen en ordre continu ou discontinu. Préférer une typologie bâtie de référence, maison, immeuble à appartement et habitat intermédiaire, superposition de 2 logements. Et ensuite intégrer des espaces verts en qualité en lien avec l'habitat. Le projet s'intègre dans un quartier qui possède une quantité importante de commerces, équipements et services. En atteste la carte ci-jointe. La chaussée de Louvain est l'axe principal regroupant la majorité des activités, mais la rue Saint-Luc compte également tout de même l'hôpital et divers magasins spécifiques comme une alimentation bio, bricolage, tissu. Dans le contexte urbain et paysager, nous avons aussi un quartier qui est intégré dans une vallée. La rue de Saint-Luc fait donc office de voirie structurante entre la chaussée de Louvain et l'intérieur du quartier. Elle suit le relief du vallon qui structure et rappelle la topographie du lieu. Le parking des employés de l'hôpital Saint-Luc s'inscrit d'ailleurs dans l'axe du vallon. Le paysage bâti entre la chaussée de Louvain et le site depuis la rue de Saint-Luc est hétérogène. Il est le résultat d'une addition de fonctions diverses et variées qui se sont implantées au fil du temps. Les typologies, les gabarits et les implantations par rapport au domaine public sont différentes d'une parcelle à l'autre. En remontant vers l'ancienne maison communale, place Baudouin Ier, le quartier est majoritairement résidentiel. La rue Saint-Luc, à cet endroit, est composée d'habitations isolées, 4 façades et jointives, mitoyennes principalement le long de la rue Saint-Luc. En poursuivant la rue Saint-Luc, on arrive à la rue de la Potresse, qui offre en fait un paysage agricole à l'est. L'ouverture paysagère donc depuis la rue de la Potresse est importante et varie en fonction des cultures. Le quartier que nous développons est donc en transition entre un quartier existant et un plateau agricole. Toujours rue de la Potresse, il existe le quartier Clé des Champs, en partie habité et en cours de construction, qui est, comme notre projet, une zone qui complète l'urbanisation du plateau de Bouges. Les constructions proches de la voirie pour les immeubles à appartements installent une relation directe avec la rue de la Potresse. La gestion des parkings et la voirie partagée développée dans ce quartier sont intéressantes pour la qualité du cadre de vie des habitants.
Le paysage est aussi interne, et à l'intérieur du site, il doit être souligné. Lors de l'activité de l'entreprise Dubaï, le paysage était industriel et marqué par des monticules importants de métaux et de carcasses de voitures empilées. Ce paysage était pour nous d'ailleurs assez mobile, puisque dans le quartier, on pouvait identifier le charroi des camions importants de la société Dubaï. L'urbanisation de ce site est une opportunité pour muter cette friche industrielle en un lieu de vie. Comme évoqué, le relief au cœur du site est artificiel et est le fruit de l'homme. Les coupes illustrent la cuvette qui, à certains endroits, atteint 7 mètres de hauteur. Face à cette contrainte, il est important de réparer le site et d'y inscrire une nouvelle vie sur base d'enjeux urbanistiques qui vont guider le projet. Je vais à présent vous présenter les 6 enjeux majeurs. Les enjeux majeurs qui ont guidé la composition urbanistique et architecturale sont les suivants. Ce sont en quelque sorte les chapitres de l'urbanisation développée. Le premier enjeu est de rompre avec l'activité industrielle, en effaçant les impacts paysagers et environnementaux par un assainissement, un remblayage et finalement une réurbanisation du site. Cela va permettre au quartier de Bouge de retrouver une façade agricole, de retrouver de la transversalité, de la perméabilité dans le quartier. Le deuxième enjeu concerne la valorisation de la futaie existante et l'articulation du projet autour du bois. Aménager un quartier, c'est gérer en premier ses accès et, selon nous, limiter l'emprise de la voiture. C'est le troisième enjeu. Les modes doux et les espaces partagés sont le socle des espaces vides. Urbaniser, c'est gérer également les eaux et la trame bleue. L'enjeu 4 vise donc à composer le paysage sur base de la gestion de l'eau par l'implantation de zones de rétention que nous détaillerons par après. Un quartier, c'est de l'habitat mais également des fonctions pour répondre aux besoins des habitants. L'enjeu 5 promeut une mixité raisonnée en installant des commerces et services de proximité. Le sixième enjeu englobe en quelque sorte tous les autres, puisqu'il invite à poursuivre l'urbanisation du quartier de Bouge en lien avec ses spécificités et caractéristiques comme une structure en îlot urbain. Ces enjeux majeurs nous ont permis d'aboutir au master plan global que voici. Et nous allons à présent l'utiliser comme fond de plan pour les traduire spatialement. Camille détaillera ensuite les aspects paysagers et architecturaux. La futaie, ici délimitée en vert foncé, est conservée. Elle sert de base à l'espace vert public. Un parc intégré au quartier complète la futaie et permet une transition avec les zones de jardin. Concernant le réseau des modes doux, de part et d'autre de ce parc, une liaison cyclopiétonne principale est développée sur toute la largeur du quartier. Cet axe cyclopiéton principal est complété par un maillage de liaison puisque les voiries sont toutes en zone 20. Ensuite, un chemin traverse le site et permet un lien de promenade depuis l'accès rue Saint-Luc et l'espace agricole à l'est. Pour compléter le réseau des modes doux, des espaces publics sont prévus à des endroits stratégiques. Une placette principale, lieu de centralité pour les commerces et services, est au centre du projet et une placette secondaire est située à l'entrée rue de la Potresse. À l'intérieur des îlots, des sentiers au statut privé complètent le maillage des modes doux. En ce qui concerne les véhicules, l'ensemble du site est maillé par des voiries de type partagé en zone 20 et une voirie dite principale relie l'accès de rue Saint-Luc à la rue de la Potresse en passant par la placette centrale. Ensuite, les autres voiries qui structurent le quartier sont également toujours en zone 20. Elles sont représentées ici en bleu clair. Finalement, des espaces de circulation pour les services de secours complètent le maillage global. En ce qui concerne la gestion de l'eau, il est prévu sur domaine privé une citerne de 5000 litres pour la réutilisation des eaux de pluie et une citerne de rétention de 5000 litres avec un système drainant au niveau du jardin
et un trop-plein de sécurité via le réseau public. En domaine public, 3 bassins sont représentés ici sur le plan, le bassin versant 1, 2 et 3. À chaque bassin versant existe une zone de rétention qui permet de récolter les eaux de ruissellement depuis les voiries avec un réseau de canalisation qui arrive jusqu'à ces zones de rétention. Ce réseau de canalisation permet ensuite de retrouver le réseau existant rue Saint-Luc, comme représenté ici en pointillé sur le plan masse. En accord avec la ville, dans le cadre du projet de ceinture alimentaire, un espace de maraîchage correspondant à la zone agricole au plan de secteur est rétrocédé dans le patrimoine des Namurois et donc des habitants du quartier pour le développement de circuits courts. Les autres fonctions du projet concernent des commerces de proximité en lien avec la place, un co-accueil au niveau de l'entrée du site et une salle d'handy-escrime sur l'extrémité nord du projet. Le plan ici représenté reprend en fait les zones construites et donc identifie la structure des îlots que nous avons voulu développer en lien avec le quartier Saint-Luc existant, mais également en lien avec le quartier La Clé des Champs, rue de la Potresse. Bonjour à tous, je m'appelle Camille Lardinois, je suis architecte et chef de projet au sein du bureau d'architectes namurois, bureau 5. Je vais à présent vous présenter le projet un peu plus en détail, en précisant notamment quelques chiffres. J'évoquerai la gestion du stationnement également et vous présenterai les différentes typologies bâties et leurs gabarits. Le projet prévoit la construction de 210 logements, dont 106 maisons. 104 appartements seront répartis dans 11 bâtiments, principalement implantés aux entrées du site, rue de Saint-Luc et rue de Potresse, autour de la place et autour du parc. En réponse à la demande de mixité fonctionnelle, d'autres unités de services, de proximité et d'équipement sont intégrées au programme. Un co-accueil d'une superficie de 150 m² avec un accès direct au parc, 200 m² de commerce de proximité implanté en bordure de place et une grande salle d'handy-escrime et d'activités de détente d'une superficie de 875 m² située au nord du site. Dès l'entrée du site, depuis la rue Saint-Luc, le parc évolue entre les immeubles à appartements et la futaie conservée, pour ensuite s'élargir au cœur du projet et offrir 70 arts d'espaces verts de qualité continue en lien direct avec l'habitat. Son étendue représente 10% de la superficie totale du site. Par sa position centrale, il bénéficie d'un contrôle social et ses cheminements permettent de connecter l'ensemble du quartier. L'ensemble des cheminements publics, liaisons piétonnes et places offrent quasiment autant de superficie publique supplémentaire que le parc, mais cette fois à travers l'ensemble du site. Les voiries partagées en zone 20 représentent 8,5% de la superficie du site. Elles seront autant destinées aux habitants pour leurs activités d'interquartier en tant qu'espace partagé qu'à la circulation automobile. La salle d'handy-escrime et d'activités de détente est implantée sur une parcelle de 40 arts. Au nord du site, environ 35 arts sont dédiés à la culture maraîchère. Cette parcelle permet une large ouverture sur le paysage agricole à l'est. Le solde restant de la superficie du site est partagé en îlots, composés de parcelles privées et de parcelles destinées au stationnement. Le schéma de développement communal recommande que chaque logement dispose de 1,5 emplacements pour le stationnement des véhicules. Le stationnement pour les immeubles à appartements sera entièrement localisé au sous-sol. Ce sont les taches en rouge sur le plan. Les maisons disposent de maximum un emplacement sur la parcelle.
Le restant du stationnement, soit 84 emplacements, est organisé dans 6 poches de parking paysagers qui sont réparties sur l'ensemble du site, que vous voyez en gris sur le plan. Les maisons qui ne disposent pas d'emplacement de parking sur leur parcelle trouvent le nombre de stationnements nécessaires dans les poches de parking. Chaque parking paysager comprend un local à vélo. Le stationnement public sera organisé sur la voirie à raison d'un emplacement pour 6 logements suivant le schéma de structure communale, soit 35 emplacements. Le projet prévoit également la mise à disposition de 7 emplacements supplémentaires pour des voitures partagées réparties sur l'ensemble du site. Ce sont les taches en vert plus foncé que vous voyez sur le plan. Des emplacements publics seront également disposés à proximité du commerce situé sur la place. Devant l'espace de co-accueil, un stationnement de type dépose-minute sera organisé. Et enfin, la salle d'handi-escrime et d'activités de détente possédera son propre parking paysager d'une capacité de 23 places, en lien direct avec le parking de l'hôpital. Le projet s'inspire du cadre bâti environnant pour déterminer les typologies et les gabarits des nouvelles constructions. Les maisons unifamiliales seront pour certaines mitoyennes en ordre continu et jumelées pour d'autres. Leur gabarit sera en rez-de-chaussée avec un étage et une toiture, à l'exception des maisons qui sont situées sur la place, où le gabarit pourra atteindre un rez-de-chaussée avec 2 étages. L'implantation des constructions veille au respect des distances entre les habitations pour offrir à chacun un lieu de qualité. Les appartements seront essentiellement regroupés en entrée de site. Depuis la rue Saint-Luc, les immeubles se dessinent et leur gabarit évolue progressivement du rez-de-chaussée avec 2 étages à partiellement 3 étages. Sur la rue de la Postresse, les immeubles seront implantés perpendiculairement à la voirie pour créer une perspective équilibrée avec les immeubles du nouveau quartier de la Clé des Champs. Ils présenteront également un gabarit variant d'un rez-de-chaussée avec 2 étages à 3 étages en partie. Enfin, 4 petits immeubles à appartements présentent une typologie d'habitation unifamiliale groupée et un gabarit similaire aux maisons voisines. Ils permettent de proposer une mixité sociale au sein du site, mais également de jouer une transition progressive entre les immeubles côté Potresse et les maisons unifamiliales. Enfin, les équipements de service et de proximité se développeront tous sur un seul étage, soit en tant que bâtiment isolé pour la salle d'handi-escrime et d'activités de détente, au rez-de-chaussée des immeubles à appartements pour le commerce sur la place, et en mitoyen pour le co-accueil. De manière moins pragmatique que ce qui précède, le projet s'est aussi développé autour d'identités paysagères fortes. Elles permettront d'inscrire le projet dans son environnement paysager existant, mais aussi aux habitants de s'identifier à leur quartier. La futaie existante sera conservée et valorisée. Le cheminement piéton permettra aux habitants de profiter de cet atout paysager présent sur le site. Elle est le point de départ du parc aménagé au cœur du site. Le parc se développe d'ouest en est et est traversé du nord au sud par la liaison cyclopiétonne qui mène à la place, autre pôle du projet. À la fois minérale et végétale, la place est envisagée comme un lieu de convivialité, de rencontre et de détente. Elle est marquée par les maisons et appartements qui la jouxtent et son commerce de proximité. La zone de maraîchage permet la transition douce entre le nouveau cadre bâti et le paysage agricole à l'est. À l'arrière de la salle d'handi-escrime et d'activités de détente, le paysage permettra la gestion d'une partie de l'eau via une dépression sèche. Ces différents lieux sont reliés par des voiries partagées, autres lieux de vie du projet. Les images et références qui suivent donnent une idée des intentions architecturales souhaitées pour les logements à construire sur le site. L'architecture contemporaine sera une évidence pour l'ensemble du site. Une tendance monolithique pour les immeubles à appartements est envisagée, avec l'utilisation de la brique principalement et de toutes ses possibilités de mise en œuvre.
Les maisons seront proposées en ordre continu sur la place afin d'offrir un front bâti en perspective des immeubles et de délimiter clairement l'espace public. L'utilisation de la brique sera également proposée. Enfin, les autres habitations, comme les maisons jumelées, sont envisagées pour rompre avec la proposition des maisons mitoyennes, mais aussi pour s'intégrer dans le quartier au sens large de Bouges, où l'on retrouve également des implantations de maisons avec une façade pignon à rue. L'architecture des maisons et appartements sur le site de la Sablière sera travaillée de telle sorte que les unités soient clairement identifiables, mais que celles-ci confèrent au site une identité forte en tant qu'ensemble. Bonjour, je me présente, Fabien Keudgen, je suis gérant de la société C-Carré Project, bureau d'études en voirie et égouttage, composé d'une quinzaine de personnes. Depuis 2010, nous sommes actifs aussi bien en Wallonie que sur Bruxelles. Je vais vous présenter en quelques diapositives le déroulement du chantier et son phasage envisagé. Un planning prévisionnel global vous sera détaillé à la suite. Le chantier global se déroulera en 3 phases principales. Tout d'abord, ce qu'on appellera la phase 0. Elle consistera à nettoyer l'entièreté du site, à démolir la plupart des bâtiments restants à l'exception des anciens bureaux qui serviront d'installation de chantier, et à assainir le site des zones historiquement polluées. Lors de la phase 1, l'accès se fait via la rue Saint-Luc. L'activité se concentrera sur la partie nord du site, soit sur la partie gauche de la carte figurant à l'écran. Il s'agira de mettre à nu et de nettoyer la sapinière constituée d'arbres morts à ce jour. Ensuite, d'entamer le déboisement sur cette zone. Il se fera de manière progressive au fur et à mesure du remblai, afin de maintenir la stabilité des talus et de conserver le plus longtemps possible une protection visuelle naturelle des riverains. La première étape de remblai pourra alors avoir lieu. Le volume concerné sera d'environ 60 000 m3 et la durée estimée à 9 mois. Avec un certain décalage par rapport au mouvement de terre, la première partie d'urbanisation verra le jour selon le découpage illustré ici. La phase 2, finale, pourra alors être entamée. À ce stade, 2 nouveaux accès seront réalisés via la rue de la Poteresse. Les derniers immeubles seront démolis, à l'exception de la maison à front de la rue de la Poteresse, ne faisant pas partie du projet. De nouveau, le déboisement se fera progressivement au fur et à mesure du remblai. Celui-ci sera constitué d'un volume d'environ 120 000 m3 et sa durée estimée à 27 mois. Une fois le site entièrement nivelé, le solde de l'urbanisation pourra être mis en œuvre. Voilà, je me permets de reprendre la parole pour aborder l'aspect prévisionnel du planning. J'attire l'attention sur le caractère prévisionnel, évidemment. Comme tout planning, il pourrait évoluer avec le temps. Nous avons d'abord la réunion d'information préalable qui se tient ces 3 et 4 septembre. La clôture de la consultation du public qui est donc programmée le 21 septembre. Ensuite de quoi le bureau ABV travaillera sur la réalisation des études d'incidence, précisément du projet, et donc analysera également l'opportunité des observations et remarques qui auront été formulées dans le cadre de la consultation du public. En parallèle, nous allons continuer avec les bureaux d'architecture, d'urbanisme et d'ingénieurs à travailler sur le projet pour pouvoir l'adapter en réponse aux remarques pertinentes qui auront été mises en évidence par le bureau d'études d'incidence. L'objectif est de finaliser l'étude et de disposer du rapport final en novembre prochain. Alors dans la suite, nous allons entamer une première procédure portant sur l'assainissement et le remblai du site.
Il s'agira d'une procédure de permis unique, regroupant à la fois le permis d'urbanisme pour la modification du relief du sol, le permis d'environnement pour le remblayage et enfin le projet d'assainissement. Nous visons un dépôt de cette demande de permis en novembre prochain, à savoir dans la foulée de la finalisation de l'étude d'incidence, et nous espérons recevoir le permis en avril 2021. Ce qui nous permettra de programmer un démarrage des travaux d'assainissement et des premiers travaux de remblayage en mai 2021. Et nous visons de finaliser la première phase des remblais 9 mois plus tard, soit en février 2022. La seconde phase de remblai démarrerait quant à elle dans la foulée, soit en mars 2022, et se terminerait environ 27 mois plus tard, soit en mai 2024. En parallèle, nous allons également entamer des procédures portant sur les voiries et constructions pour pouvoir mettre en œuvre le projet. Et la première procédure portera donc sur une demande de permis d'urbanisme de construction groupée qui comprendra d'une part l'ensemble des voiries et d'autre part les premières maisons et les premiers immeubles de la phase 1. Alors nous planifions un dépôt de permis PUG pour cette première phase en décembre prochain et espérons obtenir le permis en octobre 2021. Ceci nous permettra alors de programmer le démarrage des travaux de voirie en janvier 2022 et des premiers immeubles en mars 2022. La durée du chantier de cette première phase est estimée à un peu plus de 2 ans et demi, donc ce qui nous portera à fin 2024, donc décembre 2024. En ce qui concerne la seconde phase de construction du projet, nous visons un dépôt de demande de permis d'urbanisme de construction groupée pour le solde des maisons et immeubles en février 2023 avec un octroi programmé en juin 2023. Nous entamerons alors les travaux de cette seconde phase en parallèle de la fin des travaux de la première phase, soit dès janvier 2024. Et nous estimons que cette seconde phase de travaux durera jusqu'à la fin de l'année 2026. Ceci clôture l'ensemble de la présentation du projet de la sablière et nous espérons que celle-ci a pu vous éclairer par rapport à la suite de l'histoire de ce site et a pu répondre aux questions que vous vous posiez. Je tiens à remercier les bureaux d'études qui nous accompagnent dans ce projet et ont apporté une réelle expertise pour en concrétiser les ambitions. Et je tiens également à remercier la ville de Namur pour sa participation dans cette présentation, et plus particulièrement Madame Mouget et ses services pour leurs réflexions, leurs observations et leurs conseils dans le cadre de ce projet. Voilà, nous vous remercions pour l'intérêt que vous avez porté à cette présentation et notre projet La Sablière, et vous proposons pour finir cette petite animation qui explique de manière illustrative comment s'envisage la suite du développement. Dans la suite de la vidéo, c'est le bureau ABV qui a été désigné pour mener à bien l'étude d'incidence qui va vous exposer plus précisément comment celle-ci va se dérouler et ses objectifs. Merci. Bonjour. Le présent exposé a été réalisé par le bureau d'études ABV Développement, bureau en charge de l'élaboration de l'étude d'incidence sur l'environnement du projet. Nous commencerons cet exposé par une courte présentation d'ABV Développement. Le contexte et les objectifs de la réunion d'information préalable seront ensuite abordés. La manière de communiquer vos remarques ou commentaires sur le projet sera par la suite présentée. L'exposé se poursuivra par une description succincte du contenu d'une étude d'incidence sur l'environnement. Et pour finir, la procédure qui suivra la rédaction de l'étude d'incidence sur l'environnement sera rapidement présentée. ABV Développement est un bureau d'études créé en 2008 et regroupant les compétences d'experts dans le secteur de l'environnement, de l'aménagement du territoire et du développement durable. ABV Développement dispose, de par les collaborateurs qui la composent, d'une expertise substantielle dans de nombreux domaines de l'environnement et de l'aménagement du territoire, qui lui permet de proposer une expertise transversale. Le bureau d'études ABV Développement est agréé par la région wallonne et entièrement indépendant du demandeur du permis. Passons au contexte et aux objectifs de la réunion d'information préalable. Quel est le contexte? Le demandeur prévoit d'introduire une demande de permis d'urbanisme de construction groupée.
Conformément au Code de l'environnement, le projet visant la création notamment de logements sur une superficie de plus de 2 hectares nécessite la réalisation d'une étude d'incidence sur l'environnement. Préalablement à la réalisation de cette étude, une réunion d'information préalable doit également être organisée. Suite à la pandémie de Covid-19, la réunion est remplacée par une présentation vidéo du projet, conformément à l'arrêté du gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux numéro 45 du 11 juin 2020. Qui est invité à participer? Le collège communal des communes susceptibles d'être concernées par le projet, des représentants des administrations régionales, des représentants d'instances consultatives, la population de la commune ou des communes susceptibles d'être concernées par le projet, le bureau d'études en charge de l'étude d'incidence. Les objectifs de cette vidéo sont les suivants. Permettre aux futurs demandeurs de présenter son projet, permettre au public de prendre connaissance du projet afin de 1. D'émettre ses observations et suggestions concernant le projet, 2. De mettre en évidence les points particuliers qui pourraient être abordés dans l'étude d'incidence, 3. De présenter et permettre au public de présenter des alternatives pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur afin qu'il en soit tenu compte lors de la réalisation de l'étude d'incidence. Nous allons maintenant vous expliquer la marche à suivre afin d'exprimer vos remarques et vos commentaires sur le projet. Toute personne peut, dans un délai de 15 jours suivant le dernier jour de la mise en ligne de la présentation vidéo, émettre ses observations, suggestions et demandes de mise en évidence de points particuliers concernant le projet, ainsi que présenter les alternatives techniques pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur afin qu'il en soit tenu compte lors de la réalisation de l'étude d'incidence, en les adressant par écrit au collège communal de Namur en y indiquant ses noms et adresses. Le délai de 15 jours démarre donc le samedi 5 septembre et se termine le samedi 19 septembre 2020. Ce 15e jour étant un samedi, la date limite d'envoi des courriers est fixée au lundi 21. Une copie du courrier est envoyée au demandeur, lequel la communique sans délai à l'auteur de l'étude d'incidence. Nous allons maintenant vous présenter brièvement le contenu d'une étude d'incidence sur l'environnement. Qu'est-ce qu'une étude d'incidence sur l'environnement? L'étude d'incidence sur l'environnement est une étude contenant une identification, une description et une évaluation des effets d'un projet sur l'environnement. On y étudie les effets directs et indirects à court, moyen et long terme. À la suite de cette étude, différentes recommandations sont formulées afin de supprimer ou réduire les impacts du projet sur l'environnement. L'étude d'incidence sur l'environnement aborde plus d'une douzaine de thématiques différentes. On y évalue l'impact du projet sur l'aménagement du territoire, la mobilité, l'hydrologie, la faune et la flore, etc. Les éventuelles interactions entre ces différentes thématiques ne sont pas non plus oubliées. Pour finir, des alternatives au projet sont également étudiées. Quelle sera la suite de la procédure après la rédaction de l'étude d'incidence sur l'environnement? Suite aux recommandations de l'étude d'incidence sur l'environnement, le projet est susceptible d'être modifié. Le demandeur introduira ensuite les demandes de permis nécessaires au développement du projet. Dans le cadre de l'instruction du dossier, une enquête publique sera organisée. Cette dernière, d'une durée de 30 jours, vous permettra de consulter le projet adapté ainsi que l'étude d'incidence sur l'environnement et d'exprimer à nouveau vos remarques et observations sur le projet. L'autorité compétente décidera ensuite de soit refuser, octroyer ou octroyer sous condition le permis. Je vous remercie pour votre attention.